Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La cause essentielle de la crise de la société humaine. Elle réside fondamentalement dans l'infirmité de la nature humaine évoquée par Kant. Cette infirmité est la conséquence de deux traits de caractère qui ont la plupart du temps empêché l'homme de créer une société humaine digne de ce nom, c'est-à-dire solidaire, où chacun peut trouver sa place. Le premier trait est l'instinct de prédateur. Homo homini lupus, disaient encore les Romains, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, mais on peut dire aussi lupus lupo non lupus, ce qui signifie le loup n'est pas un loup pour le loup. En effet, selon le dicton, les loups ne se mangent pas entre eux. Bartolomeo de la Casa, un dominicain qui a vécu entre 1474 et 1566 et a participé à la découverte et à la conquête de l'Amérique, a écrit une histoire de cette conquête. Je n'ai pu la lire car elle comporte 3 tomes soit plus de 2000 pages. J'ai lu un commentateur de l'ouvrage qui reconnaît que l'auteur a parfaitement montré comment les meilleurs esprits, les politiciens les plus éclairés, deviennent comme fous et enragés aussitôt qu'ils sont saisis par la fièvre du profit et de la domination. José Maria de Heredia, poète parnassien de la seconde moitié du XIXe siècle, n'a-t-il pas comparé les expéditions des conquistadors de l'Amérique à un vol de gerfaut, le gerfaut étant une espèce particulière de faucon? Le deuxième trait réside dans la grande difficulté que l'homme éprouve à comprendre que son intérêt personnel ne peut mieux s'accomplir que dans le cadre de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt de la société humaine à laquelle il appartient, tant il est vrai qu'une coopération fraternelle sera toujours plus efficace qu'une compétition hostile. Cela est particulièrement vrai aujourd'hui, où l'intérêt d'un nombre relativement très petit d'êtres humains met en péril l'avenir de l'humanité tout entière en même temps que celui de la planète. Ces deux facettes de l'âme humaine sont historiquement à la racine des difficultés qu'éprouvent les sociétés humaines à s'organiser pour prendre en compte l'intérêt général bien compris de l'ensemble de leur population. Il s'agit donc d'un grave problème au regard duquel il y a lieu d'examiner comment, à l'époque moderne, l'avènement de la démocratie y a apporté une réponse positive en 1789. Puis, comment une contre-révolution s'est développée pour l'éliminer avec un succès variable selon les époques et les pays. Ensuite, comment fonctionne l'agent de cette contre-révolution, c'est-à-dire le système ultralibéral ou anarcho-libéral de prédation universelle. Enfin, le constat de faillite du capitalisme ultralibéral et les possibilités de reconquête de la démocratie. 2. La réponse apportée par la démocratie à la fin de l'époque moderne. Pour les historiens, l'époque moderne commence à la chute de Constantinople en 1453 et se prolonge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est à la fin de cette période que naît la démocratie, c'est-à-dire le système d'organisation politique qui assure la prise en compte par l'ensemble des citoyens des intérêts de l'ensemble des citoyens. On peut distinguer 2 périodes. A. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'absence de démocratie. C'est l'époque des Mérovées, Charlemagne, Hugues Capet. Il s'agissait initialement en fait, de chefs militaires prenant le pouvoir par la force avec leurs clans et créant des dynasties, mérovingiens, carolingiens, capétiens. Au début sans doute, il existait un certain souci de l'intérêt général. On convoquait à cet effet les États généraux, sorte de parlement réunissant les représentants des 3 États, noblesse, clergé et tiers-État pour débattre de leurs intérêts communs. Mais à l'usage est apparue une tendance à considérer que l'intérêt général n'était peut-être pas si intéressant que cela. Qu'en revanche les efforts déployés par le monarque et son clan pour le bien du royaume méritaient sans doute davantage de récompenses. Que le pouvoir émanant de Dieu, monarchie de droit divin, il n'était peut-être pas nécessaire de consulter le peuple à travers les États généraux. Pour ces raisons, les États généraux qui au début étaient convoqués régulièrement à peu d'années d'intervalle, avaient cessé de l'être en 1614, soit depuis 175 ans au moment de la Révolution. La monarchie de droit divin était donc autocratique. Elle tendait plutôt à se servir qu'à servir la nation. B. À la fin du siècle, l'avènement de la démocratie. La démocratie finit par apparaître au moment d'une double évolution. 1. Au plan politique et social.
C'est le siècle des Lumières. Les philosophes, les encyclopédistes font prendre conscience à la population de l'absence de prise en compte des intérêts de tous les Français par le pouvoir. En effet, les États généraux ne sont plus convoqués. L'appareil judiciaire rend une justice de classe, symbolisée par les affaires Cala et Sirven, condamnés du fait de leur appartenance à la religion protestante et dont Voltaire prit la défense. Le peuple, accablé d'impôts, est taillable et corvéable à merci. Les scandales éclatent, tel celui du collier de la reine, démontrant l'absence de rigueur morale de la classe dirigeante. Diderot écrit : « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Le pouvoir obtenu par la force ou par l'argent n'est qu'une usurpation. » Montesquieu, dans l'esprit des lois, définit un régime capable de pallier l'infirmité de l'homme évoqué plus haut. C'est la République, forme achevée de la démocratie, qui a pour objet la prise en compte des intérêts de tous les citoyens et non plus ceux d'un petit nombre au détriment de ceux du plus grand nombre. Pour cela, il préconise a. Le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Ne pouvant exercer le pouvoir lui-même, le peuple l'exerce par l'intermédiaire de représentants qu'il choisit en son sein au suffrage universel et qui constituent le Parlement. b. La séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif exercé par le Parlement qui vote la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de la République, définit les institutions et les règles de fonctionnement garantes d'une gestion efficace et équitable des intérêts de l'ensemble des citoyens. Il vote également les lois ordinaires. Il en a l'initiative. Le pouvoir exécutif exercé par le gouvernement dont les membres émanent du Parlement, et dont la fonction est de gérer les affaires de la nation dans l'intérêt de tous les citoyens et dans le respect de la Constitution et des lois ordinaires. Le pouvoir judiciaire qui veille au respect des lois de la République par les citoyens quel qu'il soit et rend la justice. Il va de soi que cette justice ne saurait être en aucun cas une justice politique comme celle qui fut rendue encore récemment, lorsque le président de la Confédération paysanne fut poursuivi et condamné pour avoir illégalement fauché quelques arpents de maïs transgéniques alors que la destruction par le feu, non moins illégale, de 2000 tonnes de viande à Fougères en septembre 2001 par la FNSEA n'entraîna même pas de poursuite. C'est l'application des principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui constitue la condition sans laquelle il n'est pas de société heureuse. Tout ce mouvement d'idées nouvelles naît en réaction à l'incapacité croissante de la monarchie à prendre en compte l'intérêt de tous les citoyens, débouchera sur la Révolution de 1789. 2. Au plan économique. La révolution industrielle débute d'abord en Angleterre et se poursuit en France. Les économistes dits classiques Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste Say, Malthus prônent le laisser-faire, laisser-passer en matière économique, c'est-à-dire la liberté totale de l'industrie et du commerce, en opposition avec le colbertisme, au motif qu'une main invisible, celle du marché, maintiendra l'équilibre et l'équité dans la production et la distribution des richesses. Pour le commerce entre les nations, le principe de l'avantage comparatif qui impose de commercer avec le pays qui produira au moindre coût, ce qui favorise actuellement un écrasant dumping social. Ricardo écrit : pour un maximum d'efficacité, il convient de ne laisser aux ouvriers que le minimum nécessaire à leur subsistance, ni plus ni moins. Cette doctrine libérale générée par l'infirmité de l'homme, évoquée plus haut, appliquée massivement grâce à la concentration du capital, favorisée par le développement rapide de l'industrie, suscitée par les progrès de la science et des techniques, stimulée par la recherche insatiable de profits sans limite, va engendrer dès l'aube du XIXe siècle le colonialisme dans les pays non développés et la contre-révolution dans les pays occidentaux. Cette contre-révolution va sévir irrégulièrement, selon les périodes et les pays, contre la démocratie. Pour comprendre la situation actuelle, il semble utile de suivre dans leurs grandes lignes les péripéties historiques intervenues dans cette lutte entre la recherche exclusive du profit et celle du bien public. 3. La contre-révolution permanente. Heures et malheurs de la démocratie. Pour étudier les heures et malheurs de la démocratie depuis son avènement à la fin du XVIIIe siècle, on peut distinguer deux phases successives, la première couvrant le XIXe siècle jusqu'en 1945,
Le second allant de 1945 jusqu'à aujourd'hui où l'orage, si l'on y prend garde, pourrait devenir ouragan. Examinons successivement ces deux périodes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.